Bonjour à tous, bienvenue sur Notion Explore. Je m'appelle Tony, je suis certifié et ambassadeur Notion. Et dans ce podcast, on va interviewer des personnes qui vont nous parler de leurs usages de Notion. Pour ce premier épisode, j'ai interviewé Antonin Raffarin, directeur marketing au sein de Foil & Co. Avec Antonin, on a pu discuter de différents sujets autour de Notion, notamment comment son équipe se l'est appropriée à travers le temps, comment lui l'utilise aussi d'un point de vue personnel. Nous avons parlé aussi d'automatisation et différents d'autres sujets. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire sur les réseaux. Je vous souhaite en tout cas une très bonne écoute et je vous dis à très vite. Bon, salut Antonin. Salut. Comment tu vas ? Très bien, merci. Bienvenue à Foil & Co et merci d'être venu nous rejoindre à l'usine du coup. Merci aussi, parce que du coup tu inaugures le podcast de Notion Explore et je suis vraiment très content de t'avoir à travers cet échange. C'est vrai qu'on se connaît depuis quelques temps et on a fait quelques interventions du coup sur Notion et d'avoir quelqu'un du territoire, je trouve assez sympa du coup. Donc merci. L'idée en fait un peu de l'échange, c'est qu'on descende un peu sur ton parcours, sur Foil & Co, sur les différents usages que vous avez autour de Notion. C'est vrai que vous l'utilisez beaucoup. Et puis qu'on parle un peu aussi d'autres choses, parce que Notion, souvent, ça implique d'autres choses en parallèle. Il y a l'entrepreneuriat, il y a le no-code, il y a le marketing, il y a la technique. Ça fait le lien avec pas mal de choses, pas mal d'équipes. Donc l'idée, c'est un peu de parler un peu de tout ça, et puis d'être assez libre dans l'échange. Avec grand plaisir. Un grand plaisir de m'accueillir justement sur le podcast. Donc je suis prêt à tout dévoiler. Cool. Bon, on y va. Est-ce que tu peux déjà te présenter, Antonin ? Avec plaisir. Alors moi c'est Antonin du coup, je suis responsable marketing chez Foil & Co qui est une boîte qui a été créée en 2016, une boîte du coup plutôt récente, même start-up. Là on commence entre guillemets à quitter, j'ai envie de dire, quitter la phase start-up et vraiment sur le côté PME. Foil & Co en quelques mots, hein, l'objectif initial de Foil & Co ça a été de relocaliser la production des engins de la glisse en France. Donc les engins de la glisse ça va être tout autour des sports nautiques comme le windsurf, le wingfoil, tous les sports qu'on peut pratiquer sur l'eau, avec du coup vraiment une entité de production de ces produits-là, donc des foils, des planches au sein de l'usine à Pincran dans le Finistère, et du coup tout l'aspect aussi commercialisation, marketing. On a vraiment pour le coup la maîtrise de A à Z. Donc ça c'était vraiment, je suis arrivé chez Foil & Co à la base, j'étais en freelance où j'avais commencé en responsable e-commerce. Il n'y avait pas de site e-commerce, donc il fallait mettre en place un site e-commerce. Donc il y avait un peu tout ça à créer, puis au fur et à mesure en fait l'équipe a grandi. J'étais au début tout seul dans l'équipe marketing, on est aujourd'hui 5, donc ça fait voilà, une belle petite croissance au niveau de l'équipe marketing et pas mal de choses à structurer. Donc ça a été ça a commencé du coup il y a 3 ans. Et sur mes expériences au préalable, alors j'ai un parcours un peu entre guillemets atypique parce que je suis ingénieur à la base, donc rien à voir avec le marketing pour le coup. Ingénieur en plus en conception mécanique. Donc vraiment complètement à côté. Et bon, j'avais longtemps hésité de toute façon entre école commerce, ingénieur. On m'avait toujours dit fais ingénieur, tu pourras revenir dans le marketing, tu peux pas forcément faire l'inverse. Puis au fur et à mesure ça se dessine du coup. C'est ça, exactement. Et du coup, j'ai monté ma boîte juste après, pendant ma dernière année d'école d'ingénieur. La boîte a liquidé, c'était il y a 3 ans et demi. Elle a duré pendant 3 ans et demi, ça s'appelait Innobo. Et donc là, super expérience. Justement, c'est là où j'ai appris tout le côté marketing. J'étais associé avec un pote de promo, lui qui avait toute la vision ingénieur. À la suite de ça, il y a une autre petite boîte qui a été créée entre-temps, où on a essayé d'éviter justement toutes les erreurs qu'on avait pu faire sur Innobo, sur une boîte purement software. Et là, en fait, ça a duré 9 mois. On a lancé le produit 100% fake au début, mais juste pour tester le marché. Et en fait, ça a bien pris. Tous les contrats ont été repris après par une start-up parisienne. Et en fait, c'est à ce moment-là, il y a eu le moment Covid. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, vu que j'étais toujours dans le monde de la gli, j'avais des contacts avec Tanguy, du coup, qui est le président de Foil & Co, qui m'a dit, on cherche à aller sur le secteur du B2C, comment tu peux nous aider? Et c'est comme ça qu'en fait, les choses sont arrivées. En tout cas, aujourd'hui, moi, ce qui m'attire énormément sur le market, c'est tout le côté grosse. C'est vraiment cette spécificité-là. On pourra rentrer plus en détail, mais aujourd'hui, notre pôle market, on l'a divisé en fait, on a vraiment un pôle grosse, un pôle content, un pôle product et un pôle branding. Donc c'est de avoir une vision globale dessus et j'ai vraiment des appétences et des attirances particulières pour tout ce qui tourne autour du gros. C'est un peu mon parcours synthétisé. Ah mais top. Quand tu dis, je pense que la notion d'atypique, elle se sent et puis elle est vachement utile pour pas mal de choses. Du coup, ce côté un peu transversal, le côté cette culture globale. Et t'as aussi accompagné des personnes sur un incubateur aussi? Ouais, complètement. C'est vrai que je le cite pas forcément à chaque fois, mais complètement. Moi, j'ai travaillé du coup à l'ENSTA Bretagne, qui est mon ancienne école d'ingénieur pour le coup, où je m'occupais en fait de l'incubateur et des projets étudiants, enfin des étudiants qui avaient envie d'entreprendre. Donc ça, en fait, c'était super expérience. Ça me permettait de
voir aussi différents projets, différents sujets. C'est là où j'ai appris aussi beaucoup de choses et sur même d'une startup à une autre, dire bah tiens, il y a telle startup qui fait ça, est-ce qu'on pourrait pas le mettre en application dans la tienne? Et ça me permet aussi, même moi, en fait, d'apprendre énormément de choses, faire énormément de veille sur ce qui se faisait. Et non, ça c'était bah, à la base, c'était vraiment justement la boîte de freelance quand j'ai commencé avec Folenco. À la base, j'étais justement sur ce poste à l'Insta Bretagne pour m'occuper de tout l'accompagnement autour de Et l'entrepreneuriat. du coup, ça te permettait aussi d'aller beaucoup plus loin sur la vision produit en fait de chacune des boîtes, parce que c'était essentiellement des produits techniques, du coup, des produits en ligne, ou du coup, c'était vraiment des produits. Alors, c'était principalement des produits hardware. En fait, ok. l'ENSA Bretagne, c'est vraiment une école d'ingénieurs. Bah, sa plus grosse spécificité va être autour quand même de la mécanique. Bon, il y a encore toute une partie aussi robotique, mais on reste quand même sur le côté robot et du coup, on n'est pas du tout sur une école, on va dire, de dev pur. Ouais. Donc, en fait, les projets qu'on a accompagnés pour qu'on ait vraiment une valeur ajoutée pour accueillir un projet à l'ENSA Bretagne, c'était des projets qui avaient cette dominante-là, justement, hardware produit. Parce qu'on pouvait après les accompagner sur comment prototyper, quel type même de production on pouvait lancer derrière. Donc, ouais, les projets que j'ai pu suivre, c'était des projets quand même qui avaient un produit physique à la fin. Les exemples, c'était Filet Fab qui est connu du coup sur le territoire brestois. Donc, il y en a vraiment un produit qui est palpable derrière. Il y a eu Umoja aussi avec. C'est vrai que Filet Fab, on va peut-être expliquer du coup Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils font. Du coup, c'est vrai qu'on est du coin, donc on voit ce qu'ils font. Complètement. Est-ce que tu veux résumer du coup Ouais, Filet Fab, donc super beau projet. Leur objectif, c'était et c'est toujours de revaloriser en fait les déchets marins et notamment les filets de pêche. Avec Théo notamment qui est dans la team. Et super beau projet qui au début ont commencé sur le format associatif avec une grande équipe, qui ont commencé après à travailler sur un business model pour vraiment pouvoir en vivre derrière, et qui aujourd'hui maintenant font des lunettes avec Rip Curl, font des ailerons pour Théodore qui est une autre marque dans le monde de la glisse, donc ils sont bien développés, qui ont leurs propres locaux. Donc non, ça c'est des belles boîtes et nous on les avait accompagnés au tout début justement sur la caractérisation des matériaux parce que du coup ils récupèrent les filets de pêche et c'était est-ce que derrière on peut établir une fiche technique qui soit claire pour pouvoir aller voir un fournisseur, lui dire moi je peux faire tel matériau, j'ai ce matériau là, quel produit on peut faire derrière. Et ça non, c'était super bon moment. C'est rigolo parce qu'on est en parallèle de ça, Théo, on a fait aussi la promotion West Startup qui est un programme d'accélération de la French Tech sur le territoire et c'était un peu cette génération où on se côtoie toujours énormément en fait et ça nous a vraiment ancré. Donc voilà, il y avait Théo de Filet Fab, il y avait Nihiroji aussi, Michael Label, qui lui c'était un écrin de bijoux avec une interaction d'ouverture. Donc on ouvrait l'écrin de bijoux, ça faisait une pétale, une rose en fait à l'intérieur, il avait la bague à l'intérieur. Et nous on l'a accompagné sur tout le côté pour le coup la numérique, c'était de voir est-ce qu'on peut pas glisser dedans un QR code ou pour aller plus loin une petite puce qui permettrait quand on ce lien entre le produit du coup le numérique. Exactement, c'était exactement ça. Et qui était aussi la promotion Web Startup, donc il y avait tout cet ancrage. Et c'était rigolo parce que j'ai vraiment pour le coup cette impression que tu l'as dit tout à l'heure, sur le côté génération, il y a des vagues en fait de génération, ça bouge beaucoup et il faut toujours être au courant. Je suis un peu moins vu que je suis beaucoup plus à l'ENSA maintenant, mais il y a toutes ces vagues en fait de différents entrepreneurs qu'il y a eu année par année. Ouais, c'est cool. Quand tu parles, on sent vraiment justement la continuité dans ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, sur le côté parcours, sur le côté ce mélange entre du coup le côté ingénieur, le côté produit et le côté market. Tu apprécies aussi accompagner du coup tout autour et où tu as vraiment une culture du coup produit, donc c'est hyper intéressant. Complètement. Et même pour rebondir sur ça, c'est tu vois c'est sérieux parce que j'en avais pas mal du coup des étudiants ingénieurs que j'ai pu accompagner et qui me disaient mais moi en fait je veux pas être ingénieur et je leur disais mais tu seras pas forcément ingénieur quand tu termines ton école d'ingénieur, mais par contre ce que t'apportes pour moi à mon sens aujourd'hui une école d'ingénieur et dans tout secteur, c'est que tu es face à un problème et c'est comment tu peux résoudre ce problème. Et aujourd'hui je prends l'exemple vraiment pour le remettre en parallèle sur les notions de marketing, c'est j'ai dû apprendre sur le tas, du coup j'étais face à un problème et en fait j'ai dû apprendre à le résoudre et me former moi-même dessus. Et je trouve que c'est ça en fait aujourd'hui que t'apporte une formation d'école d'ingénieur, c'est face à un problème, comment tu fais pour le résoudre. Ouais, complètement. C'est vrai que moi j'ai accompagné aussi des différents porteurs de projets ou des structures, du coup de Web Startup aussi. Et du coup il y a notamment un programme du coup sur le côté étudiant qui est Pépite. Où je sais qu'à Morlaix par exemple, où je suis, il y a des équipes à l'IUT qui à chaque fois se placent plutôt bien autour et puis en les accompagnant. Et c'est vrai que ce côté étudiant, entrepreneur, on en parle pas mal. Et c'est vrai qu'en termes d'apprentissage, ça apporte énormément quoi. Ouais, complètement. Et même nous aujourd'hui sur les recrutements qu'on fait au sein de Folenco, aujourd'hui en fait je m'en fous complètement du diplôme. Ce que je vais regarder typiquement c'est ça, est-ce que c'est des étudiants qui ont participé, exactement, ont participé à des projets en lien avec l'entrepreneuriat, c'est quoi les expériences pro, mais même sur différents, alors si mes collègues de l'ENSA Bretagne écoutent le podcast et entendraient ça, mais aujourd'hui que ce soit quelqu'un de l'ENSA Bretagne, que ce soit de n'importe quelle école
d'ingénieur, en fait, je m'en fous. Et même qu'il ait fait une école Mm. d'ingénieur ou pas, je m'en fous. Je vais plus aller chercher justement ces côtés, cet attrait qu'il peut avoir sur la Ouais. côté, sur des projets, sur l'expérience professionnelle qu'il a pu avoir, hein, complètement. Ok. Ah bah top, top, top. Et du coup, justement, alors, Notion un peu dans tout ça, du Ouais, coup, qu'est-ce que tu en penses par rapport à quel est ton ressenti, notamment sur le côté, bah, tu vois, étudiant, le côté entrepreneuriat, du coup, on en parle beaucoup quand, voilà, sur le côté de lancement de projet, sur, mm. qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, Notion au début, en fait j'utilisais en projet perso. J'en avais Mm. entendu parler, j'ai oublié le nom de... Il y a un influenceur là de Notion, Shubham, voilà Ouais, c'est ça. Et c'est comme ça en fait, je faisais... et aujourd'hui je fais toujours beaucoup de veille en regardant de la ouais, vidéo. Et c'est comme ça que j'en ai entendu parler, mais tiens ça a l'air pas mal quand même, je vais aller faire un tour dessus. Et j'ai commencé à me mettre dessus, c'était il y a 3 ans maintenant, peut-être un peu moins, enfin entre 2 et 3 ans. Et du coup, là, je me suis mis dessus, vraiment sur du projet perso. À la base, c'était pour faire mon potager. Enfin, c'était vraiment c'était l'idée de base, c'était de me dire, bah tiens, je vais me faire une petite base de données pour savoir ouais, quand je dois planter ça, quand je dois faire des semis et mais, avoir un truc ouais, qui récap un peu tout ça. carrément. Et en fait, quand je l'ai fait, je me dis, non, mais en fait, c'est énorme en termes d'exploitation, on peut même aller encore plus loin. Donc après, je l'ai fait, le deuxième projet que j'ai eu, enfin, on va me dire que je suis trop organisé, mais c'était l'arrivée de mon petit. J'avais Ouais, organisé le projet avant qu'il arrive, ok, qu'est-ce que je dois faire à ouais, chaque fois avec ma petite to-do, qu'est-ce que je dois acheter, ainsi de suite. ouais, Et en fait, je me dis, ça m'a vachement aidé à avoir une méthode ouais. d'organisation, à bien organiser la chose, donc ça c'était top. Et je me suis dit, bah, comment je peux le mettre en place dans le côté professionnel? Et au début, j'ai commencé avec des trucs entre guillemets traditionnels, avec bah, du onboarding. Tu as quelqu'un qui arrive, tu lui fais le listing, tout ce que j'avais l'habitude de répéter en fait en direct, bah, de le faire Mm, directement, d'avoir tout écrit. mm. Et on l'a construit au fur et à mesure notre Notion. Mais aujourd'hui, dès que j'ai un projet, en fait, c'est la première chose que je fais, c'est que je me crée une page vierge en fait sous Notion. Et Ouais. je vois, je fais quelques missions aussi en freelance sur l'accompagnement sur du gros. Et en fait, la première chose que je fais, c'est que je Mm. pose les bases sous Notion, on construit tout de suite un fichier Notion pour que Ouais. tout soit bien clean. T'as un Et tout, modèle qui est prédéfini et comme ça, c'est du coup, ça. chaque fois, du coup, boum. Exactement. Et après, je peux suivre directement derrière. Et ça, c'est, tu vois, en termes d'organisation, c'est la chose aujourd'hui enfin, moi, qui m'aide énormément. Et ce que je dis toujours, c'est demain, j'ai pas Notion. En fait, je sais pas ce que je sais faire Ah mais je suis dans le... pareil, hein, je suis exactement pareil. C'est vraiment un peu en quelque sorte une drogue, pas au sens du coup Complètement. mauvais du terme, Ouais. mais moi j'utilise à fond bah, depuis voilà 4-5 ans du coup, Mm. où encore il y avait la limite des blocs, du coup j'avais une dizaine d'espaces du coup voilà, et en plus j'utilisais dans un contexte aussi de formation où pour chaque groupe d'élèves je leur avais fait un espace dédié pour des D'accord. fils rouges où il fallait Ouais. des présentations, tout ça. Il y avait un peu la barrière de l'anglais à l'époque, mais c'est vrai qu'en perso j'utilise mais pour 50 000 choses, que ce soit, Mm. bah, tu vois, tu parlais potager, c'est vrai que je l'ai fait aussi dans mon ancienne maison. Là, maintenant, c'est au niveau des plantes, par exemple. Du Mm. coup, j'ai des alertes, j'ai les habitudes, tout le financier dessus. Complètement. Ouais. Le logement, quand je cherchais, c'était de la même manière. Mm. C'est vrai qu'en perso, il y a tellement d'usages qu'en fait, ça, c'est aussi peut-être quelque chose qui permet de visualiser Complètement. comment il peut vraiment changer, structurer, cadrer. Et moi, ça a été vraiment un game changer dans ma mentalité, dans ma philosophie, où j'arrivais pas forcément à structurer, cadrer Ouais. ce que j'avais en tête, Ouais. où j'avais 50 000 idées à la minute et Mm. compagnie, mais j'avais besoin de poser les choses. Ouais. Et à partir du moment où Notion est arrivé, ça a tellement été Ouais, c'est clean. limpide en fait, ouais, Mm. exactement. Et tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, on parle beaucoup aujourd'hui justement de charge mentale. Et moi, ça m'a vraiment travaillé sur cet aspect-là où, bah, en effet, enfin, il y a plein de choses qui se passent dans ta Ouais, tête. Et le fait en clairement. fait de pouvoir écrire sur Notion, en fait, j'avais l'impression des fois que ça me Ouais, déchargeait en fait. ouais. Et même après, pour mieux dormir, d'avoir vraiment des C'est moments où ça. tu déconnectes, où justement, tu sais que tu as tout mis sur Notion Mm. et Ouais. t'as plus besoin de réfléchir à penser à d'autres choses. Ça me Et ça, fait ça fait du bien. Ça m'avait pensé aussi. Du coup, j'ai eu un petit souci de santé l'année dernière. Mm, Et c'est vrai que depuis, en fait, je fais hyper attention à l'équilibre, mm, du coup aussi à la santé mentale tout autour. mm, mm, Et du coup, mm, c'est vrai que toute la notion, par exemple, des émotions, toute la notion du ressenti qu'on peut avoir au fur et à mesure des jours, mm. je trouve que c'est assez pratique, du coup, quand justement, bah voilà, moi je sais que ça varie, ça peut varier Ouais. pas mal en fonction de différentes choses. Et c'est vrai que pour la notion d'équilibre, c'est hyper important. Et donc, du coup, de fait d'avoir un outil qui permet vraiment de cadrer les choses assez facilement, Ouais. même s'il y a justement une barrière à l'entrée, on va sûrement discuter sur l'accessibilité, Ouais. sur l'appropriation de l'usage. C'est vrai que ça change la vie, en fait, clairement. Ouais. Complètement. Ouais, c'est vraiment, moi, c'est exactement ça, c'est de savoir bah, ce côté déconnexion, c'était une de mes plus grosses problématiques, justement, des connexions vie pro et vie privée. Bah, c'est de savoir, bah, voilà, même quand je suis chez moi le soir maintenant, j'arrive à me dire, bah, c'est bon, souvent, ma dernière tâche que je fais dans ma journée, en fait, c'est de remettre au clair mon Notion. Comme ça, je sais que le lendemain matin, j'arrive, je sais ce que je dois faire. Et alors que des fois, en fait, quand j'avais pas cette étape-là, et ça m'arrive des fois de la louper, en fait, j'arrive à la maison.
et je suis toujours en train de penser à Ouais. les tâches que j'ai Mm. faites, ce que je les ai clôturées, ce que je les ai- enfin, et ça me permet juste de faire un petit clean. Alors, un petit clean dans la tête. Après, on pourrait très bien le faire en soi sur une version papier à la main. Ouais. Mais bon, je trouve que c'est plus compliqué. Il y a des tâches qui vont bouger parce que j'ai ma compagne, du coup, que j'ai mis aussi sur Notion. Et qui, au début, elle faisait sur son petit journal de bord où Ouais. elle répétait ses tâches à chaque fois, semaine par semaine. Ouais. Et en fait, je dis, ouais, mais regarde, à chaque fois, tu dois réécrire ta tâche que tu as dans l'autre semaine. Enfin, Ouais. elle aime ce côté manuel et je l'ai aussi, parce que même sur ma to-do de journée, je la réécris toujours sur mon calepin, parce que tu as toujours le plaisir de rayer quand tu as fait ta tâche. Mais il y a sur des choses, entre guillemets, plus long terme, je trouve que c'est intéressant d'avoir cette vision aussi Ouais. Notion qui aide à avoir ouais, une vision plus lointaine aussi. Ouais. Bah, c'est vrai que sur le personnel, c'est vrai que toi, tu parlais de ta femme où tu Mm, l'avais mis sur Notion. Moi, c'est vrai que j'ai ma fille, du coup, qui a 10 ans, du coup, mm. ça la ferait rire de l'entendre dans le podcast. Mais Ouais, c'est vrai que elle note tous ses mangas, en fait, qu'elle d'accord. lit, du coup, sur Notion pour Mm. avoir un suivi. Et elle a ouvert, justement, la page à ses copines, du coup, Bah, c'est pour bien. justement montrer. Mm. Et à l'époque où moi, je faisais mon premier site, là, à 11 ans, du coup, sur pas mal de choses en rapport avec l'Asie, justement, où je codais tout ça, où j'ai Mm. appris là-dessus. C'est vrai que moi, ça me fait assez rire, du coup, Bah voilà, ouais, c'est trop bien. qu'elle prenne ce chemin-là dans le Mm. sens, bah, avec Notion, d'ouvrir la page à ses copines. Ouais, c'est vrai que l'usage personnel, on parle, on entend beaucoup, 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 et notamment un peu dans la bulle tech, la bulle numérique, l'usage un peu pro de Notion, ou alors l'usage associatif. C'est vrai que moi j'utilise pour 3-4 associations, mais c'est vrai que l'usage personnel, je pense que c'est ce qui te fait passer beaucoup de barrières avec Complètement. Notion, justement, parce que c'est vraiment concret, t'es dans le quotidien du coup de ton usage, donc du Mm. coup c'est vrai que c'est pas mal. Ouais. Ouais, je pense que ça lie vraiment les deux, pro et Mm. privé, et ça, c'est un excellent outil pour ça. Ouais. Dans le numérique, on a une certaine culture du coup qui est d'apprentissage, du coup Mm. de partage ou autre. Et c'est vrai que le fait de construire assez facilement des choses, Mm. d'éduquer en fait autour, je trouve tellement utile par rapport à d'autres usages, par rapport à demain, quand du coup ils vont tester des choses, quand du coup ils vont se confronter à des barrières, à des Mm. murs, Mm. de pouvoir aller au-dessus, comme on dit par exemple que et je suis totalement d'accord avec ça sur le fait que le code doit être beaucoup appris, en tout cas Ouais, ouais, le plus tôt l'algorithmie, possible. tout Ouais, ça. ouais. Je trouve que ce côté Notion brick, du coup Lego, Mm. c'est assez familier, du coup, Complètement. et donc voilà, ça permet d'apprendre différentes choses en termes de... Ouais, ça rebondit justement sur ce que tu disais tout à l'heure sur le côté accessibilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Notion peut faire un peu peur. Moi, je me souviens toujours la Mm. première fois que j'ai vu la page blanche, je me suis dit, ça fait peur en fait. T'as une page blanche et tu sais pas comment construire. Syndrome Et un peu de l'écrivain, du coup, le ouais, côté... exactement, c'est exactement ça. Et au final, en fait, bah, au fur et à mesure, tu te rends compte, bah, c'est exactement ce fonctionnement, cette logique de bloc, même cette notion qui est, je pense, la partie Notion un peu plus à comprendre de base de données. Ouais. Voilà, de pas créer non plus 40 000 bases de données, c'est devoir faire des liaisons. C'est peut-être cet aspect, je trouve, qui est au final aujourd'hui le plus dur à comprendre Notion, mais une fois que tu as compris, bah, en fait, tu te décupes Mm. sur plein d'autres choses. Et justement, ça permet de rebondir un peu du coup, bah, sur l'angle perso, pro, sur tout ça. Mm. Comment toi, ta courbe justement d'apprentissage, quand on arrive, ça peut un peu faire peur. Ouais, Moi, je trouve qu'en potentiel, et c'est vrai qu'on en a déjà parlé, le côté, je pense qu'une fois qu'on maîtrise un peu des choses, alors, maîtriser c'est un grand mot, mais mm. qu'on a compris un peu comment les fonctionnalités, on pouvait les utiliser, comment les lier entre elles, Mm. tout ça, la courbe d'exponentielle, elle est juste phénoménale, et du coup, tu en arrives à quelque chose où, comme on dit tous les deux, on peut pas s'en passer. Ouais, c'est ça. Et tout en répondant à plein d'usages différents en termes de gestion, en termes de planning, en termes de Mm. même vis-à-vis de l'extérieur. Comment toi ta courbe de progression elle a été du coup sur l'outil? En fait, alors c'était pour le coup assez rapide, je pense. Là où j'ai eu le déclic pour mieux progresser, c'est avant j'avais tendance, quand j'avais une idée, de mettre sur Notion page blanche, en fait, essayer de construire. Et en fait, pour moi, l'étape qui est encore avant, c'est juste le faire à la main sur un cahier de brouille, en fait, de vraiment bien faire son cahier des charges, dire bah, ok, c'est quoi mon objectif, qu'est-ce que je veux afficher, à quelle base de données je vais aller lier. Et après, une fois qu'on a ça, c'est beaucoup plus clair. Mais au final, c'est cette démarche, on revient sur le côté ingénieur, hein, mais c'est comme quand on va Ouais. concevoir un produit ou quoi que ce soit, c'est toujours la démarche de bien définir le cahier des charges au début, quoi. Et ça, je pense, c'est super important sur Notion. Faut pas se perdre parce qu'il y a plein de fonctionnalités, bah, de bien définir ça dès le début, d'avoir vraiment une vision claire de qu'est-ce qu'on veut à la fin et qu'est-ce qu'on va afficher, ainsi de suite. Et c'était vraiment, j'ai eu ce déclic assez tard, je pense, j'ai eu une première année où j'y allais vraiment comme ça, je faisais les trucs et du coup à la fin j'étais content du résultat, mais même esthétiquement, Notion permet de faire Ouais. des trucs assez sympas et c'était pas ce que je voulais d'un point de vue esthétique. Et du coup, depuis que je suis passé à l'étape de ok, je me pose qu'est-ce que je veux à l'écrit et je le vois même au niveau de l'équipe aujourd'hui où bah, des fois il y a Chloé ou Béné qui sont deux collègues qui me demandent bah tiens, j'aimerais bien avoir ça sur Notion. Donc avant, on se définit bien le Ouais. cahier des charges, qu'est-ce qu'il y a besoin. On voit d'ailleurs si c'est possible ou pas possible et si c'est possible, on le met en place. Mais je j'attaque pas en faisant des petits tests Mm. tout de suite, j'ai d'abord bien défini le cahier des charges à la base. Et c'est depuis que j'ai eu cette phase de déclic de me dire je fais mon cahier des charges
que bah, après, en fait, ça va super vite en termes d'apprentissage vu que tu sais où tu vas, Ouais. puis tu as quand même toute la communauté pour le coup Notion tu trouves beaucoup d'infos qui te permettent de construire des trucs, tu as même des templates qui sont tout faits. Des fois, je vois sur notre template de contenu, pour le coup, c'est à la base un template la trame de base, on l'a vraiment reprise directement en fait de ce qui est fait sur ce qu'on peut trouver sur Internet. Après, on l'a adapté à notre cas et à notre besoin, aux différents canaux sur Ouais. lesquels on peut être. Mais il y a beaucoup de trames de base sur lesquelles on peut repartir. Et même du coup, si on repart sur une trame de base, ça reste quand même important à chaque fois de se dire, bah, qu'est-ce que je vais afficher moi derrière pas parce que des trames de content, typiquement je prends l'exemple de content parce que quand je cherchais je m'en souviens, on a des centaines Ah sur bah internet. il y en a 50 000 choses. Et C'est c'est ça. un peu ce qui freine un peu d'ailleurs sur le côté modèle. C'est vrai qu'il Mm, y en a qui sont assez pour, il y en a qui sont assez contre. Est-ce que dans l'apprentissage, est-ce que c'est intéressant ou pas mm. intéressant? C'est vrai que moi du coup j'en ai parlé plusieurs fois dans le sens où pour moi c'est intéressant de regarder ce qui se passe du coup. Alors en fait un modèle c'est pas quelque chose où tu vas appuyer sur un bouton et d'un coup ça va C'est être ça. parfaitement ce que tu Ouais. as envie. Mm, Par contre justement vu que la logique elle est de bloc, un peu Lego, mm. forcément du coup tu vas pouvoir le modifier comme quand tu as envie. Et donc, tu vas peut-être payer ou pas forcément payer, il y en a qui sont gratuits, pour un système, pour un modèle qui y a déjà pas mal de choses, Mm. mais tu vas l'adapter surtout à ton usage. Et c'est là, en termes de construction, d'apprentissage, c'est hyper intéressant de creuser un peu, de voir, bah tiens, comment c'est comme ça, peut-être que j'ajouterai telle propriété, peut-être qu'il y a peut-être d'autres relations à faire, Mm. peut-être que du coup ça doit être assez différent peut-être dans la forme, mais ça m'a permis de visualiser comment je voulais faire, donc ouais. Ouais, c'est exactement ça. Pour moi, c'est tout l'avantage d'un modèle. C'est en effet pas forcément faire copier-coller. C'est juste en tirer, voir comment ça Mm. fonctionne pour après pouvoir le mettre en application par rapport à ton cas directement, quoi. Et c'est un peu d'ailleurs peut-être un des points forts en tout cas de Notion autour, c'est que il n'impose pas un système. C'est vrai Mm. que le modèle peut faire un peu ça C'est dans vrai. l'esprit, où en sens, bah, tu prends un modèle, tu as l'impression que c'est prêt à emploi Mm. directement. Alors, il y en a, c'est clairement, tu prends un tracker, un modèle pour suivre ses habitudes par Mm. exemple. En soi, ça va être assez simple. Tu as tes habitudes pour changer, tu vas l'itérer, mais ça va pas se modifier profondément. Mais c'est vrai que sur un ensemble d'autres besoins, tu en arrives pas mal modifié et du coup à adapter à toi. Et donc par rapport à des outils, par exemple, moi je sais que c'est vraiment quelque chose qui m'a plu énormément dès le départ, dans le sens où il y a, surtout dans le numérique, j'ai lancé avec d'autres personnes une asso sur l'inclusion numérique. Ouais. Et c'est vrai que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, Mm. notamment dans un territoire qui est en territoire, donc qui est pas vraiment très urbain. Ouais. Comment le numérique peut voilà, changer des choses, comment on peut passer des barrières justement là-dessus. Et c'est vrai que souvent dans la tech et dans le numérique, on a des interfaces où il y a beaucoup de bruit Mm. et où en fait on nous imposait de savoir ce que c'est le Scrum par exemple, Ouais. ce que c'est tel ou tel, ce que c'est le MVP par Mm, exemple ou autre. mm, Et donc on va avoir des outils, quand on va arriver dessus, mm, mm. avant même de comprendre la logique de l'interface, on va être bloqué par des termes. En tout cas, pas Ouais. forcément nous, mais en tout cas des personnes, des collaborateurs qu'on met Mm. dans le jeu, vont déjà se bloquer là-dessus. Et Mm. donc c'est vrai que sur l'accessibilité, c'est pour ça que je trouve autant sur la page blanche ça peut être un frein, Mm, mm. autant par rapport à l'évolution, comme tu fais exactement ce que tu as envie, Ouais. si vraiment tu poses des choses, comme tu dis, tu en arrives vraiment à quelque chose qui t'appartient à toi, qui te correspond, parce que souvent tu vas être limité sur deux, trois trucs. Je rejoins complètement dessus, et toi même pour rebondir dessus, à la base aussi pourquoi on a pris Notion, du coup, quand tu dis ça, ça me fait penser à ça, c'est qu'aujourd'hui, enfin avant du coup on travaillait plusieurs outils, tu vois, on a beaucoup bossé avec Airtable, on avait bossé avec Evernote pour tout ce qui Ouais. était prise de notes, même avec du Drive pour stocker nos données, bon, on utilise toujours Drive pour quand même du stockage de plus grosses données, et c'était ce côté de dire en effet, ce côté imposé, de passer d'un outil à un autre, c'était compliqué à gérer, après on faisait des relations, que ce soit avec du mec ou du Zapier pour que ça puisse communiquer, mais tu avais quand même, je veux dire, d'un point de vue intellectuel et d'organisation, c'était compliqué. Puis tu avais Ouais. en plus des abonnements dans chaque truc. Enfin, c'était compliqué à gérer. Et Notion, en fait, je trouve, a aussi permis ça. C'était vraiment un rassemblement des différents outils qu'on pouvait utiliser sur Notion. Le seul truc aujourd'hui qui me manquerait sur Notion, c'est un Slack. Tu vois, un Slack interne, tu as directement Ouais. sur Notion. Et tu puisses discuter en fait avec tes parties qui sont dans ton workspace. Ça serait, je pense vraiment, on utilise toujours, on est plus sur Slack, on est sur Teams. Mais on l'utilise vraiment que pour le côté discussion. Donc si on avait ça en plus sur Notion, Ouais. là on était Bah, vraiment regroupés tous les c'est vrai outils, que je quoi. l'ai vu dans les remontées, en tout cas des ambassadeurs, du coup, par rapport à l'outil qu'on a en lien avec l'équipe Notion. Du coup, il y a ce côté justement chat un peu du coup intégré. Moi, c'est vrai que je suis vraiment d'accord avec ça parce que ça a tellement permis de réduire le bruit en mettant différents usages au sein d'un même seul outil. Mm. Qu'en fait, si tu peux en quelque sorte te passer d'un Slack, d'un Discord, Mm. d'un Mattermost par Ouais. exemple,
qui ont quand même beaucoup de choses ailleurs, du coup, et en se centrant vraiment sur l'environnement de l'entreprise, où du coup, il y a aussi la com Ouais. dedans, je pense qu'ils gagneraient aussi pas mal, du coup, peut-être à Ouais, c'est l'avenir, du ça, ouais, coup. j'espère. C'est vraiment le truc, j'espère Ouais. qu'il pourrait arriver et qui permettrait aujourd'hui d'avoir un full package. Et même sur tu vois, par rapport à ça, ce côté full package, c'est même sur, on en parlait tout à l'heure, mais sur le côté centralisation de l'info, je Mm. pense qu'un des plus gros soucis qu'on pouvait avoir et qu'on a toujours de temps en temps sur certains sujets au sein de Folenco, c'est la diffusion du message. Tu Ouais. vois, c'est-à-dire qu'en fait, bah, voilà, on reste une usine de production, il y a des personnes qui sont dedans, et en fait, on va se dire des choses entre les couloirs. On va stocker, certains vont stocker sur un drive, d'autres vont stocker sur autre chose. Et en fait, on perdait énormément d'infos et personne n'était au courant de tout. Et l'avantage de Notion, c'est que ça nous a permis aussi de centraliser tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait un lancement produit, n'importe qui d'entreprise peut aller voir à quelle date de lancement elle est faite, c'est quoi le discours commercial, où en est le bureau d'études sur le développement en fait, du produit, qu'est-ce qui va être produit, quelles sont les premières commandes, et ainsi de suite. Et du coup, ça, je trouve que ça permet vraiment de centraliser toute l'info et même que ce soit un stagiaire, que ce soit quelqu'un de la prod qui va aller voir qu'est-ce qu'on est en train de faire comme marketing, qu'est-ce qu'on a prévu comme contenu pour le lancement de produit, peut aller voir. Et du coup, je trouve que ça permet vraiment voilà, de diffuser de l'info et d'un accès à la connaissance. Je trouve que c'est même hyper valorisant. Ça, c'est un retour que j'ai justement de la prod. C'est que c'est même valorisant pour eux bah, de voir en fait ce que produisent, et même s'ils sont sur les réseaux sociaux, ils peuvent voir des lancements, mais ils voient aussi le travail qui est fait de l'autre côté marketing. Je trouve que c'est toujours un peu le côté obscur, le marketing dans des entreprises de production, mais ça, Ouais. ils voient aussi en fait ce qu'on est en train de faire et pourquoi Ouais. on le fait et qu'est-ce qui est créé derrière, Bah, quoi. c'est une Donc, barrière qui tombe, du coup, juste le fait que tu aies un seul outil, justement, autour. c'est Mm. ça. Ah, Donc ça, c'est hyper c'était intéressant. centralisation de l'info. Ouais, je trouve que Puis c'est un point important. c'est vrai que c'est le cœur. C'est vrai que dans une précédente newsletter, du coup, c'est une volonté, c'est vraiment une philosophie en fait de l'équipe autour de Notion sur la création de l'outil. C'est que ils auraient pu très bien être catalogués comme étant un outil de gestion de projet, comme étant un Hmm. outil de gestion RH, de plein de choses. Ouais. Ils revendiquent assez librement ce côté, tu construis un peu tout ce que tu as envie autour et tu Hmm. centralises l'information. Et en fait, à partir du moment où tu centralises l'information, ou en tout cas l'outil permet de faire, les usages, c'est toi qui les crée, c'est la Exactement. communauté qui les crée, c'est les utilisateurs. Hmm. Et c'est pour ça aussi que l'usage perso Hmm. voilà, permet de faire pas mal de choses et je trouve que c'est hyper passionnant et c'est ce qui démarque aussi en fait l'outil je trouve Complètement, c'est de vrai. pas mal d'autres même si voilà moi j'apprécie beaucoup aussi Coda aussi je Hmm, trouve qu'il hmm, apporte hmm. vraiment des choses assez différentes du coup Notion du ClickUp peut être intéressant Hmm. Monday aussi sur le Hmm. côté prêt à l'emploi des fois pour des petits besoins peut être intéressant aussi Ouais. ça permet de montrer des choses mais c'est vrai que c'est une vraie philosophie qui se Ouais, démarque. et toi, je trouve que tu l'as bien résumé, c'est-à-dire qu'au final, Notion, tu le conçois en fonction de ton usage. T'as rien qu'à imposer, Ouais. t'en fais ce que t'en veux en fait derrière. Et c'est ça qui est top. C'est pour ça qu'on parle pas mal de no-code, en tout cas, Mm. il est mis dans cette catégorie des outils qui permettent à n'importe qui de créer des applications, des outils. Et c'est vrai qu'en soi, c'est pas ce qu'on appelle un peu un logiciel qui crée des choses, enfin, par rapport à d'autres outils. C'est vrai Mm, que mm. là, par exemple, si on cite des outils comme Doric ou comme Ouais, d'autres qui sont ce qu'on appelle des builders, tu vas prendre des blocs, tu vas les assembler, ça va créer des sites, ça va créer des applis, ou par exemple comme un Retool ou autre. C'est vrai qu'avec Notion de base, t'as pas l'impression de pouvoir faire tout ça, ouais, parce non. qu'ils ont réduit le bruit vachement. Mais justement, en termes de gestion, Mm. avec l'ensemble des blocs, au fur et à mesure, c'est vrai que l'exponentiel permet de faire énormément de choses et avoir des systèmes vraiment complexes. Et je trouve intéressant en termes d'usage, et c'est un peu justement le biais, enfin le jeu aussi autour du podcast, c'est Mm. de rentrer en fait dans les différents métiers, Mm. parce que du coup on a chacun des systèmes différents, alors Mm. certes qui peuvent fonctionner dans des modèles, mais où ça se modifie beaucoup pour s'approprier, et justement en fait par rapport, si on tourne un peu autour de Forenco, aujourd'hui de l'usage de Notion en interne, du coup, Mm. comment tu l'as mis en place, comment vous l'avez mis en place à Niapucia, comment ça passe, vous avez des usages un peu spécifiques, du coup, qu'est-ce que... Ouais, en fait, au début, bah, du coup, comme je disais au début, j'étais tout seul sur l'équipe market, donc j'ai vraiment utilisé tout seul en fait Notion, c'est mon outil moi de suivi de tâches. Bah voilà, l'évolution, ça a vraiment commencé par une to-do très basique, Ouais. et au fur et à mesure, en fait, l'équipe s'est construite. On est aujourd'hui 5 justement dans l'équipe, donc il y a eu besoin de plus en plus de paramètres. Donc aujourd'hui, vraiment sur le côté market, on utilise pour toute la stratégie de content, on a vraiment tout notre planning de contenu, toutes les illustrations en fait sont envoyées dessus. On peut commenter chacun le planning des réseaux sociaux. Enfin, c'est vraiment, on a toute une partie
partie content, après on va avoir toute une partie développement produit, et j'y reviendrai justement après. On va avoir une partie tout ce qui est autour de la marque, donc on va pouvoir retrouver tous nos logos, toute notre charte graphique, et ça c'est même un plus quand je vois qu'on bosse avec des freelances qui vont faire de la presta, mais en fait on leur envoie le lien, ils ont accès à tout. Une autre chose là, qu'on a mis en place il y a une semaine, c'est aujourd'hui on avait un suite de gestion de base de données de photos vidéo, c'est-à-dire qu'il y a plein d'outils qui existent pour mettre des tags sur des photos, par contre sur des vidéos c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait on stocke dans des dossiers sous OneDrive et c'est super dur de retrouver à chaque fois ce qu'on veut. Et du coup là ce qu'on fait c'est qu'on a fait une base de données sur Notion, on a le lien de OneDrive et on lui met des tags dessus, et quand on veut chercher telle photo ou telle vidéo par rapport à tel produit et je veux que ce soit nuageux et ensoleillé, en fait automatiquement ça filtre et ça va sortir le bon lien. Et ça c'est pareil, on travaille pas mal de freelance sur de la vidéo, c'est super simple pour eux quand ils savent quelles images d'action ils ont besoin de mettre. Ils veulent du soleil, ils veulent telle pratique et ils veulent tel matériel. En fait, ça sort directement le lien de OneDrive derrière. Et ça, c'était une petite base de données qu'on a mis. Donc, on s'en sert vraiment sur tout cet aspect-là. Et après, moi, j'ai toute la strate de SEO est dessus, toute la strate de référencement payant. Bon, ça permet même d'avoir un historique de tout ce qui a été fait, toutes les discussions qu'on a pu avoir. Comme je disais, tout doux, résumé des réunions, tout est dessus. Donc, ça, c'était vraiment sur le côté marketing. Et après, je me suis dit, mais tiens, comment on peut aussi, et c'est une demande justement que j'ai de Guilain et Tanguy qui s'occupe de la direction, le mettre en place sur d'autres pôles de l'entreprise. Donc là, on commence à intégrer, enfin ça fait maintenant 6 mois qu'on ça, donc c'est bon, on commence, on avait quand même bien avancé, le bureau d'études. Il y a quand même personnes qui aujourd'hui sont dans le Notion du coup que... Aujourd'hui sur le workspace, il y a 12 personnes, on est 27 salariés dans l'entreprise, donc il y a 12 personnes qui sont dans le workspace en fait, qui est en lien avec Folenco. On est 5 vraiment à l'utiliser à 100% sur le côté market. On a les commerciaux et les développeurs produits qui sont aussi dessus, et justement c'est vraiment sur la partie produit. C'était l'envie, c'était de se dire comment on peut connecter au bureau d'études et comment on peut connecter à l'équipe commerciale et aux développeurs produits. Et du coup, on a vraiment une page spécifique produit où en fait, on va avoir sur chaque produit, on va avoir tous les rapports de test, on va avoir au niveau du BE tout le cahier des charges qu'ils ont fait initialement, les matériaux qui sont utilisés dedans, les coûts de fabrication, on va vraiment tout avoir dedans. Et ce qui permet en fait d'avoir les différentes entités directement sur Notion. Et du coup, quand on a ce qu'on appelle des stand-up tous les lundis, c'est des stand-up développement produit. On se prend 30 minutes et en fait, on affiche cette base de données Notion de tous les produits. Et chacun en fait va dire voilà, moi niveau BO on en est là, niveau commerce on en est là, niveau développement produit on en est là, et niveau marketing on est là. Et ce qui nous permet, c'était pareil, une des grosses failles qu'avait Foenco, c'était de planifier des lancements produits. Mais en fait, le marketing n'est pas forcément au courant, l'équipe commerciale et ainsi de suite pas forcément au courant. Et là, ça permet de tout avoir au même endroit et que chaque membre du coup qui intervient sur le développement produit ait la connaissance de l'avancement de chaque Parce que quand tu dis produit, justement, c'est vrai que Foenco aujourd'hui, en fait, vous avez plein de marques. Ouais, exactement. Aujourd'hui, Folenco, en fait, il y a 4 marques qui sont derrière, qui sont AFS, AHD, Nasquel et Sea Lion. Chacune a une spécificité. AFS, on est vraiment tout ce qui est autour du foiling, tout ce qui est autour du foil. On va avoir AHD, tout ce qui va être autour du windsurf, donc des planches à voile. Nasquel, tout ce qui va autour du stand-up paddle. Et Sea Lion, qui va être une marque assez atypique, mais tout ce qui est une planche faite multi-usage, qui permet un peu de faire plusieurs disciplines. Mais pour le coup, sur Notion, on ne fait pas la distinction. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir tous nos produits, peu importe les marques. Tous les produits vont être listés avec les dates de lancement et on va pouvoir cliquer sur la vignette et du coup voir un peu à chaque fois où c'en est. Et ça permet, je vois typiquement au niveau de l'équipe commerciale, de savoir exactement quand on a prévu d'envoyer la newsletter au magasin pour qu'après ils puissent les rappeler directement. Tiens, en fait, t'as vu, on a lancé tel produit, il y a la newsletter qui a été lancée. Parce que vous avez un réseau de revendeurs aussi du coup, autour, du coup, d'où le lien. C'est ça, on vend en fait sur du B2B, B2C, on est vraiment sur les deux cas, donc on a un réseau de magasins, on a aussi directement notre site web. Aujourd'hui, en fait, on vend en grande majorité sur le réseau de magasins et du coup, il y a besoin en fait au niveau des commerciaux d'avoir la connaissance de où on en est. Et je prends l'exemple et c'est aussi pour ça qu'on a décidé d'intégrer toute l'équipe commerciale et toute l'équipe BE. C'est que des fois, on avait des appels. Tiens, tu peux me dire quand sortait le produit? Non, en fait, maintenant, tu as ton accès à accès à Notion, tu vas voir quand il sort et tu es au courant de toute l'info. Et même en termes on parlait tout à l'heure de charge mentale et de tâches et d'être interrompu justement pendant que tu es en train de faire une tâche peut-être sur laquelle tu as un deep work ou autre, là tu n'as plus cette problématique là, c'est qu'en fait tu as accès à l'info et tu vas chercher par toi-même. Et même je trouve d'un point de vue personnel, c'est super valorisant d'avoir accès à cette info-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, un stagiaire ou un alternant, il a accès à toute la strate. Alors c'est aussi le risque, c'est aussi le risque de se dire, attends, est-ce que le gars, il peut pas juste tout copier-coller et partir et puis avoir accès à toute la strate? Je suis d'accord, c'est aussi le risque. Mais sauf que en termes d'implication, tous les retours qu'on a pu avoir, c'est de se dire, mais j'ai l'impression d'être impliqué, quoi. Je suis dans le mouvement avec vous, quoi. Il y a tout un aspect autour de ça, justement, autour de la diffusion de l'information, en fait, à travers le temps, du coup, tout ça, incubateur, accélérateur, tout ça. C'est vrai que
une des choses qu'on remarque beaucoup sur l'accompagnement, c'est que souvent, l'information ne se diffuse pas, en fait. Et c'est souvent la problématique quand l'entrepreneur travaille avec d'autres freelances, par exemple, ou que du coup, il y a des stagiaires, des alternants, ou que l'entreprise grossit. Et c'est vrai qu'il y a une barrière, des fois, du coup, à la transparence, pas forcément la transparence à l'extérieur, mais en tout cas, la transparence interne. Et moi, ce que je vois, c'est vrai que c'est un frein potentiel qui bloque vraiment l'évolution des personnes, en tout cas leur plein potentiel par rapport du coup aux produits, par rapport aux services, par rapport à qui ils sont en fait directement. Et c'est vrai que Notion permet peut-être de déployer en fait ce potentiel-là en fait. C'est ça. Ouais, et puis après, il y a des personnes qui sont plus ou moins réceptives à ça. Donc l'équipe commerciale utilise très bien. Le BE aussi, on peut voir, du coup, ils ont leur to-do de savoir exactement est-ce que c'est en dessin, est-ce que c'est en prototypage. Et nous, ça nous permet de savoir au niveau du marketing, là, on sait qu'on doit avoir un prototype pour shooter. On n'est pas forcément besoin d'aller voir pour leur demander directement. C'est-à-dire qu'on va voir aussi où ils en sont au niveau de la to-do pour savoir où on est l'avancement du produit. Et là, ce qu'on aimerait bien, ça va être la seconde étape de le mettre sur la production. Le mettre en place vraiment aussi sur du suivi de production, vraiment pousser la chose encore plus loin. Ce qui permettrait de savoir, nous, les premières pièces vraiment commerciales quand elles arrivent et quand, au niveau de justement l'équipe commerciale, savoir quand les premières pièces vont être livrées. Ça va être la prochaine étape et c'est là où c'est toute l'appréhension tout le travail qu'il va y avoir à faire, c'est d'acculturer à Notion, de faire quelques formations, je pense, dessus, pour qu'ils puissent prendre accès, avoir accès à ça. Et du coup, là, ça permettrait vraiment d'avoir tous les pôles, donc BE, Market, toute l'équipe commerciale, support et la production sous Notion. Et là, je pense qu'on aura vraiment le mélange de tous les pôles. Aujourd'hui, c'est vraiment l'aspect production qui est pas sous Notion. Ouais. Ok. Non, mais c'est hyper intéressant du coup de voir d'avoir cette question en fait de l'appropriation. C'est vrai qu'à un moment donné sur une intervention on en avait échangé justement sur le côté comment les collaborateurs s'approprient l'outil et quel est le degré un peu de liberté autour par rapport à la question d'un environnement où c'est vrai que on parlait tout à l'heure de la page blanche, du coup du fait que c'était hyper important de devoir vraiment poser sur papier d'abord, ce qui est un peu antinomique, le côté tu mets en place un outil numérique qui structure pas mal les choses et tu pars pas dessus dès le départ, mais en même temps voilà c'est aussi un critère vraiment très important pour ne pas passer les barrières trop vite en fait justement, aller trop vite, et du coup c'est vrai que l'environnement il tourne, il itère au fur et à mesure du temps, et du coup cette appropriation justement par les collaborateurs, comment tu vois les choses, comment tu as des exemples? Ah ouais, là, complètement. Tu vois, on a vraiment eu plus le cas, vu que j'étais tout seul au début, j'avais construit Notion sur ma vision. Au fur et à mesure, l'équipe a grandi. En fait, elle n'avait pas forcément le même raisonnement que je pouvais avoir sur la visualisation de tâches, sur plein d'autres aspects. Et en fait, moi, et ce que j'ai toujours à l'équipe, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand je vois que justement un des collaborateurs a créé sa base de données ou sa page, parce que j'ai vu qu'il avait ce besoin-là et il a réussi à le faire par lui-même. Et ça, c'est ce que je veux à la fin, c'est que en fait, je veux pas leur imposer un outil. Je veux vraiment qu'ils puissent l'adapter en fonction du visuel qu'ils ont besoin. Après, je suis là pour les accompagner s'il y en a qui ont moins la main dessus, mais pour voir leur affichage spécifique. Et ce qui est assez intéressant, en tout cas au niveau de l'équipe marketing, c'est toi, ils vont s'échanger. Tiens, t'as vu que tu peux afficher comme ça, du coup, t'as une meilleure une meilleure vision de ce que t'as à faire ou autre. Et c'est sur ce vers quoi je veux aller en tout cas. C'est vraiment qu'ils puissent faire eux-mêmes. Et ça, non, on a vraiment, si on prend le Notion, je pense, d'il y a 3 ans, et le Notion d'aujourd'hui, c'est pas du tout la même vision, pas du tout le même affichage. Après, on peut du coup faire en plus une page privée, donc chacun peut faire un affichage un peu spécifique s'il a besoin de faire un affichage spécifique. Mais au contraire, pour moi, ce qui est important, c'est à partir du moment où les collaborateurs commencent à s'engager à faire eux-mêmes leur propre page, ça veut dire qu'entre guillemets, moi je suis content, j'ai réussi à mettre en place cet outil et qu'ils suivent et ils l'utilisent. J'ai un peu plus d'appréhension au niveau justement de l'équipe de production de voir comment on va réussir à mettre ça en place, parce que moi aussi, c'est vrai, moi aussi sur du digital, donc il va falloir, je pense qu'il y a un peu plus de formation, un peu plus d'analyse du besoin exact. En fait, ce que je veux pas à l'équipe production, c'est d'arriver, tiens, regardez, je vous ai fait ça, est-ce que ça vous intéresse? Exactement. Et en fait, c'est vraiment construire. Ce que permet Notion, c'est de construire l'outil avec eux. Et on revient à la base du cahier des charges. C'est ok, au niveau de la production, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous simplifierait? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir d'un point de vue digital? Et aujourd'hui, là, ils travaillent beaucoup sur des fichiers Excel. Je pense que c'est des choses qu'on peut vraiment tout basculer pour le coup sous un Notion. Et c'est de bien d'analyser leurs besoins pour ensuite le mettre en place sur Notion. Et surtout pas leur imposer l'outil, quoi. Non mais c'est top, du coup c'est vrai que c'est un sujet, parce que j'y pensais en même temps là sur quelque chose en lien.
c'est vrai que sur la transition numérique, Mm. on parle beaucoup du coup de sites, de pas mal de choses, et c'est vrai qu'on oublie un peu des fois, enfin que je trouve en tout cas un peu moins les dernières années maintenant, avec notamment l'arrivée de Notion, de Mm. Airtable et d'autres outils comme ça, mais où il y a quand même beaucoup de choses à faire, de Mm. sensibilisation tout autour. C'est vrai qu'on a tendance à mettre le numérique dans la com, Mm. du coup, tu vois, dans ce qui est en Mm. lien, alors que d'un point de vue process, d'un point de vue opérationnel, Mm. c'est limite pour moi le plus important, Ouais, complètement. parce que l'acquisition, la vente, et oui, Mm. avec le site, avec un e-commerce, avec du gros, Mm. du LinkedIn, pas mal de Mm. choses, c'est possible de faire mal de choses, mais le numérique, c'est pas que ça. Mm. Et c'est Mm. vrai que, comme on a tendance des fois à mettre le numérique, c'est la bureautique, en quelque Mm. sorte, du coup, Ouais. ou c'est la com, Mm. on a des freins Mm. dans le potentiel, du coup, dans la progression, on peut gagner quand même beaucoup de temps Mm. avec Notion, du coup, dans les équipes et autres, quoi. Ouais, complètement. Et toi, même sur ce sujet-là, on entend beaucoup parler en ce moment d'industrie 4.0. Je vois, nous, dans l'usine, on a Ouais. investi justement sur un robot justement qui commence à faire le ponçage par lui-même. Donc, il y a du code derrière, il y a du... Mais aujourd'hui, justement, toute cette base de connaissances, on la centralise pas sur Notion. Alors, justement, la personne qui s'en occupe, je sais même pas, je pourrais même pas dire aujourd'hui où elle la centralise. Mais c'est ça, en fait, qui est un peu embêtant. Alors, de dire qu'on avait toute notre base de connaissances, justement, sur voilà, comment coder le robot, comment l'utiliser, quelles sont les possibilités. Je trouve que sur la prochaine personne, peut-être un jour, qui prendra la suite dessus, elle aura déjà accès à cette base-là. Et aujourd'hui, on revient justement à les problématiques qu'on avait au début dans le côté marketing, c'est qu'on perd et en fait, il y a énormément d'infos qui est perdue, alors que des gens, des fois, ont travaillé sur le sujet. Je prends un autre exemple au niveau du market, je te parlais tout à l'heure au niveau du SEO. Aujourd'hui, en fait, sur Notion, on a un guide de rédaction. Mais c'est tout con, Ouais. mais ça veut dire que n'importe qui rentre dans l'équipe, que ce soit encore une fois un stagiaire, alternant, n'importe qui d'entreprise, tiens, on lui donne confie une mission de rédiger un article SEO, voilà, il a un non-article qui explique exactement comment le rédiger, comment aller chercher ses mots-clés, qu'est-ce qu'il faut vérifier, ainsi de suite. Et ça, c'est exactement ça, c'est cet aspect base de connaissances, je pense, qui est un gros plus pour n'importe qui dans Ouais, puis l'entreprise. ça fait un peu aussi en lien avec une thématique moi, qui est aussi hyper importante, qui est l'entreprise apprenante, du coup, Complètement, ouais, où cette culture du coup de l'apprentissage en permanence ouais. est là, sans forcément voilà, rogner sur la prod ou autre, mais Mm. où il y a vraiment une mentalité, une culture de l'apprentissage. Et c'est aussi, je pense, une des choses, voilà, à partir du moment où tu peux mettre sur papier, tu peux structurer un peu les Mm. choses et que chacun un peu s'approprie, c'est un peu illimité en termes Exactement. de... Et tu vois, pour pousser encore plus la chose, ça j'avais pris ça sur l'exemple, c'est Akuda qui fait ça, avec aussi une belle agence justement dans tout ce qui est social ads. Et ce que j'avais vu sur une vidéo, c'est qu'ils faisaient en fait une fois par mois, ils font, c'est 1 heure où quelqu'un va présenter un petit hack en quelque Ouais, sorte qu'il a pu voir. Et du coup, en fait, tu vulgarises même à des membres de l'équipe. Je pense que je prends vraiment l'exemple de l'équipe marketing, ouais. mais même si tu vois, c'est Chloé qui fait plus le côté événementiel, mais avoir un petit hack SEO, elle y participe quand même et elle est quand même acculturée à ces Mm. notions-là. Et je trouve qu'en termes de valorisation, enfin, moi, ce que je déteste le plus ce soir, c'est de me coucher et de me dire, putain, en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression de rien avoir appris, quoi. Et Ouais. j'ai ce besoin-là. Alors, je sais pas si c'est générationnel, je sais pas si c'est le côté entreprise ou autre, mais de toujours apprendre des choses. Et je trouve que pour le coup, Notion te permet de donner cet accès à la Ouais. connaissance à tout le monde, quoi. S'approprie correctement du coup avec ce mindset-là, Ouais. enfin, du coup cet état d'esprit. Et du coup justement après autour des fonctionnalités, des choses du coup liées à Notion, c'est vrai que Code, écoutez, en fait tu livres, enfin vous livrez partout en fait dans le monde, donc Ouais. vous avez une problématique hein, aussi de langue du coup, enfin par rapport à l'anglais, le français, Mm. l'allemand, tout ça, enfin Mm. que vous le gérez à partir de Notion aussi. Ouais, tu vois, typiquement sur les posts réseaux sociaux, donc aujourd'hui, on a une page aux US, on a une page en Angleterre, on a une page espagnole et une page française. Ok. Donc on va rédiger notre post à la base en français. On va utiliser, alors c'est des tests qu'on est en train de faire en plus en ce moment aujourd'hui, on connaît tous ce traducteur DeepL, ChatGPT aussi en l'IA, il y a aussi l'IA de Notion du coup qui permet de faire la traduction. Ouais. Donc on est en train de tester ça, justement là on a fait un essai sur une semaine, on a fait avec les différentes IA les possibilités de traduction automatique. Et après derrière on a des brain développeurs dans chaque pays, donc une relecture pour dire ok, est-ce qu'on valide l'IA ou est-ce qu'on valide pas l'IA. Et du coup, c'est comme ça aujourd'hui qu'on gère un peu cette notion internationale, en tout cas sur les réseaux sociaux. Et après, on a aussi une page sur Notion qui est un peu, entre guillemets, notre catalogue de produits, du coup, qu'on peut partager en grand public et qu'on partage en fait à tout notre réseau de revendeurs. Donc, ils ont accès en fait à toute la description des produits, les différents prix, la galerie Ouais, d'images. vraiment en Ainsi de base suite. de connaissances du coup, Exactement, ouais. du coup avec le lien partageable. C'est ça, Ouais. Ok. exactement. Et donc c'est un peu comme ça qu'on gère le côté international. Et toi, on a même mis nos brand développeurs donc aux US et en UK. Ils sont aussi sur Notion du coup. Et du coup, là, en fait, Et on du coup, ils échange ont en des anglais. espaces, ils ont des pages dans Notion qui sont, enfin, qui sont pour eux, en fait, du C'est coup, ça. En fait, ouais. on a fait sur l'espace marketing, il y a une page qui s'appelle international et en fait qui est divisée par pays. Le brand développeur va cliquer sur son pays et du coup va avoir vraiment les projets en lien avec son pays, mais qui en soit une base de données Ouais, commune. c'est On la même, pourra quoi. avoir, ouais, c'est ça,
pour avoir tous les projets. On va C'est juste filtrer. la vue qui est différente, du coup l'exploitation, en tout cas la visualisation qui est différente, quoi. Exactement. Pareil, il va avoir accès à toutes les to-do qu'il a à faire pour lui ou toutes les to-do qui sont en lien par rapport à ses projets, à tout l'accès à ses listes d'ambassadeurs, les contacts, et ainsi de suite. Et les événements, pareil, c'est toujours la même base de tous les événements mondiaux, mais on filtre que juste par rapport à son pays. Et même pour lui, hein, sur le brand developer, bah, ça lui donne aussi une vision globale et un accès à l'information de ce dont tout il a besoin, quoi. Et ça, c'est pareil, c'était sur le côté international, pour encore une fois, sur l'échange d'infos. Tu vois, au début, on l'avait pas mis en place et du coup, toi, il y avait de l'info qui passait par mail, ça passait par Teams. Et là, stop, on met tout sur Notion et Ouais. on sait que quand on discute, je prends l'exemple des US, à un moment, on discutait de, voilà, de recruter des influenceurs aux US. Et voilà, il y a eu plein d'échanges par mail et à la fin, il y avait une tâche, c'était lister les influenceurs US. C'était fait, mais en fait, ça a été fait par mail et du coup, on remet tout sur Notion. Comme ça, le moment où on va passer à la phase de contact, tout est sur Ouais. Notion, quoi. Et du coup, ça, on a mis en place sur les différents pays. Et pour le coup, ça marche plutôt bien. Ça donne vraiment. Et même quand je fais sur tout le côté développement international, je fais des stand-up avec les développeurs produits une fois toutes les 2 semaines pendant 30 minutes. Et en fait, j'ai fait juste cette page-là. Et du coup, moi, j'ai ma trame. Je sais exactement sur quel projet on est, quelles sont les tâches qui sont à faire. J'ai mon petit résumé de mon précédent stand-up, de quoi on a parlé. Et lui, c'est pareil, il a tous ces petits résumés qui sont dessus. Et c'est beaucoup plus simple, en fait, en termes d'orga et de gestion, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'on parle souvent d'environnement lié à une équipe, avec des collaborateurs, ou même que ce soit individuel. Mais c'est vrai que quand il y a cette problématique de l'international, du coup, c'est intéressant de voir comment l'environnement, du coup, s'approprie, du coup, comment sur des bases communes, du coup, c'est intéressant. Tu as parlé d'IA, justement, toi, Ouais. avant. Je pense que tu as dû tester Notion Ouais. AI et ChatGPT aussi. Ouais, Il y a complètement, la ouais. 4 là, qui est sortie. Alors, Ouais. après, ça dépend de Ouais, la c'est date ça. de publication du podcast. Mais Ouais. c'est vrai que quel est ton avis par rapport au tour dans tes tests donc... Ouais, alors on utilise beaucoup l'IA pour le coup au sein de Folenco. Au début, on a beaucoup utilisé ChatGPT et quitte à maman des fois à l'automatiser. Je sais pas si on Ouais. est un sujet, mais avec Make, faire pas mal d'automatisation dessus. Mm. L'IA Notion est arrivée un peu après et donc on s'y est mis un petit peu après. Moi, j'utilise beaucoup l'IA Notion. Un exemple concret, c'est quand on fait une vidéo YouTube, on fait un article site web et du Ouais. coup, en fait, je vais sortir mes sous-titres de ma vidéo YouTube. Je vais les balancer sous l'IA Notion et je vais demander enlève-moi tous les sauts de ligne et résume, enfin, même pas résume-moi, fais-moi un article à partir de ce script de vidéo, Ouais. de temps de mots avec des titres et des sous-titres. En fait, du coup, l'IA Notion va me générer après l'article qui est derrière, que je vais retravailler quand même un petit peu derrière. Pour le coup, je conseille jamais de faire juste un copier-coller. Côté référencement, c'est... Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu chaud. Il y a pas mal de sujets en plus en ce moment sur ça. Mais du coup, voilà, j'ai le retravailler et après le remettre directement sur mon article. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire un article d'une vidéo, ça me prenait, je pense, aller entre 2 et 3 heures. Avec l'IA, en fait, je vais mettre entre 45 minutes et 1 heure. Et du coup, ça me permet juste de faire 2 fois plus d'articles, voire 3 fois plus d'articles. Ouais, C'est vraiment un bon compagnon d'écriture, justement, qui permettent... et pas forcément celui qui remplace, du coup, comme exactement. on peut, du coup, des fois, en entendre... Non, je pense que ce côté remplace, on en parle beaucoup avec Bene qui est content manager. Au début, quand justement l'IA est arrivée, elle m'a dit, mais attends, en fait, je fais plus rien maintenant dans la boîte, ça remplace mon boulot. Et en fait, non, pas du tout. C'est au contraire, ça va te permettre, entre guillemets, de faire plus en faisant moins quasiment. On a la même chose sur le côté tech aussi, du coup, au sens, est-ce que les devs vont être remplacés par l'IA qui va coder est-ce que le no-code, justement, un peu comme Notion, mais comme Airtable et comme d'autres outils qui permettent de faire des choses et donner le pouvoir de créer à aujourd'hui, il y avait 100 000 développeurs ou 1 million de développeurs ou 10 millions de développeurs dans le monde, de passer à des centaines de millions de personnes qui sont des makers, du coup, des builders, des personnes qui vont pouvoir créer toutes sortes de choses. Est-ce que ça va pas mettre un peu au placard, en fait, un certain nombre de personnes? Et c'est vrai que, comme pour chaque évolution, il y a vraiment de l'appropriation de chacun et en fait ça complète mais ça permet de redispatcher aussi, de redistribuer aussi les cartes sur d'autres choses. Et c'est vrai que la question c'est quel est ce qui est réellement efficient parce que par exemple sur le côté no code où tu as un formulaire, c'est vrai que moi j'utilise beaucoup Tally par exemple, du coup il y a Notion Form qui est aussi parfaitement intégré avec Notion. C'est vrai qu'un Tally tu peux faire beaucoup de conditionnement, tu peux opérer un certain nombre de choses, le faire d'un point de vue code ça prend 3 ans en fait. Et les devs n'apprécient pas forcément faire des formulaires. Alors peut-être que certains, peut-être qui écoutent le podcast, apprécient beaucoup de faire des formulaires, mais c'est un peu comme du mailing ou avant qu'on ait du Mailjet, avant qu'on ait un certain nombre de Sendinblue et compagnie, ou une Mandrill pour le transactionnel, c'est vrai qu'on devait gérer cette partie-là. Et quand ça a été mis un peu géré par autre chose, par des structures qui c'est vraiment leur métier, ça change totalement la vie. Et du coup, on gagne énormément de temps à se concentrer sur réellement le métier. Du coup, c'est un peu pareil, en fait, je trouve que sur ce côté
compagnon d'écriture en Ouais. fait. Quand on est face à la page blanche, Notion AI ou ChatGPT peuvent nous donner des idées. Ils peuvent certes produire quelque chose, mais il y a la patte vraiment personnelle, la patte vraiment pro qu'il faut vraiment appliquer. Mais c'est là où c'est intéressant, ouais. Ouais, complètement. Et tu vois, sur l'IA, je te rejoins complètement là-dessus. Pour moi, c'est aujourd'hui, au contraire, ça permet à la personne qui est en poste d'être vraiment là où elle a sa valeur ajoutée. C'est ce que j'expliquais à Bénédicte, justement. Je dis, mais enfin, utilise l'IA pour te générer du premier content. Et après, toi, ta valeur ajoutée, justement, c'est de le remettre par rapport à, ben voilà, remettre le côté humain, remettre par rapport à la discipline dans laquelle on est, suivre, entre guillemets, aussi notre strat de SEO qu'on peut avoir, et ainsi de suite. Et ça, je trouve que c'est la valeur, la valeur est vraiment là. Et tu vois, du coup, on a utilisé ouais, pas mal l'IA ChatGPT, Notion, donc sur le côté article. J'ai un peu moins utilisé sur le côté traduction. On est en train de faire des essais, justement. Mais des fois, quand j'ai juste pas d'idée, je vais regarder en fait sur une IA, même sur des titres de vidéos YouTube. Donc là, en plus, on parle d'IA en lien avec l'écriture. Après, tu as les IA même pour générer de l'image. Enfin, ça se décule sur. Ça va super loin après. Et c'est là où, justement, il y a un sujet qu'on en a rapidement évoqué au fur et à mesure du coup de l'échange là, qui revient, c'est le parti automatisation. Parce que du coup, le pouvoir de l'IA associé à l'automatisation est assez dantesque. Mais même au-delà même de l'IA, qui est vraiment quelque chose, pour moi encore, n'est pas forcément. Certes, c'est grand public, ça devient de plus en plus, mais pour moi, c'est un peu encore une bulle, dans le sens des personnes qui peuvent encore l'utiliser, et encore plus qu'en lien de l'automatisation. Il faut vraiment aller se projeter, il faut vraiment avoir cet esprit d'explorer justement un certain nombre de choses. Côté automatisation, vous avez vraiment énormément de choses du coup en interne. Par exemple, une des critiques moi que j'entends souvent en lien à Notion, et ce que je partage sur certaines choses, c'est qu'un Notion sans Make, ça peut être compliqué. Je change complètement. On utilise pour le coup Make. On utilise Make aujourd'hui. Il y a un scénario qui. C'est vrai que j'ai pas dit c'est quoi Make. Pour ceux qui l'utilisent pas, en fait, Make c'est un outil qui permet d'automatiser un certain nombre de choses. Donc en fait, ça permet via ce qu'on appelle du no-code ou du low-code là, c'est via une interface de manière visuelle, mettre des applications en lien avec d'autres applications et de faire communiquer les applications et de permettre de faire de l'algorithmie, de permettre de faire la logique métier autour et donc d'automatiser parce que c'est pas tout est géré en ligne. C'est exactement ça. Nous, mec, il y a deux gros scénarios qu'on utilise. Il y a le premier, tu parlais de Tally et du coup on a pris un abonnement de Notionform là depuis peu, donc on va plus utiliser Tally. Mais typiquement avant on utilisait Tally et toutes les réponses qu'on avait de Tally étaient envoyées sous Notion et du coup en fait là ça nous permettait. Il y a même une connexion maintenant automatique que Tally Notion si je dis pas de bêtises. Alors avant on l'avait codé du coup on l'avait codé entre guillemets sous Make qui envoyait toutes ces infos là. Et sinon l'autre scénario qu'on utilisait énormément, c'est tout à l'heure je parlais justement de notre visu calendaire de tout le planning des réseaux sociaux. Et aujourd'hui en fait au lieu d'utiliser un Metricool ou ensuite n'importe quel planificateur des réseaux sociaux, Make en fait va automatiquement aller chercher notre post, notre image qu'on peut avoir sur Notion et la balancer après sur nos différents réseaux sociaux. Et ça en fait c'était un énorme gain de temps parce que quand je parlais justement des différents développements à l'international, donc différentes pages spécifiques dans chaque pays, ça peut paraître idiot, mais juste de faire copier-coller de mon texte sur Notion, de le mettre sur un Metricool ou sur un Outsuite, en fait, c'est une perte de temps énorme. Puis c'est assez impressionnant, je trouve, justement, que avant, on avait plein d'outils, justement, qui étaient à l'époque où les social media étaient arrivés, étaient balbutiants, et on avait, du coup, plein d'outils qui permettaient de centraliser sur le poste de community manager, qu'on puisse reproduire un peu toute cette machine de publication à travers un Make lié à Notion, qui est l'outil d'écriture. C'est assez puissant, en fait. Ouais, exactement. Et en fait, pour moi, on va utiliser Make à partir du moment, ce que je dis toujours à l'équipe, à partir du moment où vous avez une tâche qui est répétitive, en fait, on le bascule, on l'automatise. Et typiquement, je parlais tout à l'heure des traductions dans les API. Pour l'instant, on le fait manuellement parce qu'on est en phase de test pour savoir quel IA. Mais le second objectif, c'est une fois qu'on a validé l'IA, on le fait plus manuellement. C'est automatiquement, il va chercher le texte, il le traduit, il le met dans le bon endroit dans Notion. Et après, du coup, on envoie sur les réseaux sociaux. Et je vais pas, par contre, sur l'automatisation, ce qu'on fait souvent, c'est on n'automatise pas pour automatiser. C'est-à-dire qu'on va vraiment automatiser à partir du moment où on se rend compte que cette tâche demande du temps et une récurrence et que c'est répétitif comme tu disais, du coup pas forcément pour le moindre petite chose, un process par exemple, c'est un biais qu'on peut avoir du coup, au sens une mec on peut vraiment faire tout, c'est ça. À partir du moment où on veut que ça change en fonction de tout ça, c'est vrai que ça peut rapidement être l'enfer. Et puis mec est aussi le pricing est comme il est aussi, c'est le nombre d'opérations, ça peut très vite se démultiplier, même si on a l'impression qu'il y a beaucoup 10 000, 100 000, ça peut aller très vite. Je pense que tout le monde en a fait l'expérience. Il faut faire attention. C'est vrai que du coup l'approche dont tu dis, le côté vraiment, à partir du moment où ça consomme du temps, une tâche, de vouloir la compresser pour justement aller dessus, je pense que c'est une bonne approche. C'est exactement ça. Et pour reprendre un exemple concret, je pense, et tu l'as dit, je pense, mais c'était moi de mes premiers biais, c'est-à-dire dès que j'avais un truc, je me dis, vas-y, on l'automatise, on se pose pas la question, on s'amuse à l'automatiser. Et en fait, je perdais énormément de temps à faire ça, à automatiser. Et là, l'exemple le plus concret que j'ai, c'est sur Chloé qui gère toute la partie événementielle, donc à sa base de données événements avec les différents budgets. Et du coup, quand chaque
personne partie prenante va sur un événement, lui faire remplir un questionnaire pour combien elle a dépensé, comment s'est passé les événements, récolter tous les feedbacks qu'elle peut avoir par rapport à les événements, qu'on intègre après sur notre base de données événements. Et du coup, ça nous permet vraiment, l'événement, tu as toutes les infos que tu veux dessus. Et au début, on s'est dit, on va tout de suite automatiser, c'est-à-dire que le questionnaire est envoyé automatiquement à J+2 après l'événement, les réponses sont directement envoyées dans la base de données Notion, et ainsi de suite. Et en fait, c'est compliqué quand même à mettre en place. Enfin, on avait une visu globale de ce qu'on voulait, mais c'était compliqué à mettre en place. On dit, bon, on va y aller étape par étape. On envoie le formulaire à la main. Une fois que le formulaire est complété, on remplit à la main sous Notion dans les différentes cases. Et si on rend compte qu'il y a cette récurrence et voilà, que les commerciaux jouent le jeu, ou les personnes qui sont sur les événements jouent le jeu, on l'automatise. Et heureusement qu'on a fait ça, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'en envoyant le questionnaire, en fait, ça faisait juste chier les commerciaux de remplir le questionnaire. Et du coup, en fait, on avait une étape qui nous manquait. Et je me dis, heureusement qu'on n'a pas passé de temps en fait, à tout automatiser, parce que derrière, en fait, il y avait juste un maillon qui était bloquant et qui cassait toute l'automatisation. C'est là où le process, en fait, justement, à la base, du coup, voilà, c'est ça, de bien s'assurer que tout le monde jouait le jeu. Et c'est pour ça qu'on passe vraiment à l'automatisation une fois qu'on a validé que le process manuel prenait vraiment du temps, quoi, et pas tout de suite aller chercher une automatisation. Il y a le côté aussi tableau de bord, tu sais, vraiment le fait d'avoir vraiment les tableaux de bord qui soient vraiment individuels, qui soient collectifs. Est-ce que tu as des conseils, des astuces, tu vois, là-dessus parce que souvent, je trouve en tout cas en termes de... Un peu comme le syndrome de la page blanche, on peut utiliser Notion pour écrire un certain nombre de choses, mais quand il s'agit de faire un tableau de bord, on ne sait pas par où commencer, par exemple, et comment le designer, en tout cas, est-ce que tu as des... retour, conseil. Mais en fait, la première chose pour moi, c'est dessiner à la main. Je reviens toujours à ça, c'est dessiner à la main. Et là, l'autre exemple concret que j'ai, c'est, comme je disais, on a notre calendrier de contenu. Et Bénédicte, du coup, me demandait, tiens, moi, j'aimerais bien avoir une visu de combien de posts par semaine j'ai fait sur Facebook, combien de posts j'ai fait sur Instagram, combien il y a de vidéos YouTube qui ont été faites. Et du coup, même sur chaque post, on a un tag. Et de savoir combien de fois j'ai parlé de Wingfoil, combien de fois j'ai parlé de Windsurf, ainsi de suite. Et en fait, tu vois, ça, on se l'est drafté pour le coup à la main. Et on s'est dit, ok, maintenant on le met en place sur Notion. Mais on s'est d'abord projeté à dire, mais c'est quoi qu'on veut voir, quelle est la vision de la data que je veux voir. Et on revient en plein dans la problématique de big data, où voilà, aujourd'hui on a beaucoup de data et savoir qu'est-ce qu'on exploite et qu'est-ce qu'on utilise. Qu'est-ce que tu stockes, qu'est-ce que tu ne stockes pas, exactement. Tu vas pas faire trop aussi. C'est un peu le même comparatif pour moi entre un Google Analytics et un Data Studio où tu vas aller peut-être filtrer. Alors tu peux filtrer directement sur Google Analytics, mais j'ai aussi mes tableaux de bord sur Data Studio qui me permet d'acheter la data que je veux. Et juste pour expliquer, Google Analytics, c'est l'outil qui va permettre de suivre du coup les visites du coup, et le comportement que les gens ont sur un site. Voilà, il y a d'autres outils qui existent comme Matomo notamment. Et puis c'est vrai que Data Studio, c'est un outil lié à la suite de Google qui permet avec des données qui proviennent de différentes sources, du coup, comme Analytics, mais aussi la Search Console, mais aussi d'autres outils par exemple, d'avoir un outil qui permet de construire les tableaux de bord. Voilà, c'est un peu... C'est ça, c'est exactement ça, et ça permet, on revient à ce côté data, de vraiment aller chercher la data que tu veux. Et toi, même maintenant, mais Google Data Studio, je les affiche sous Notion. Comme ça, revient un petit peu centralisé sur Notion. Il y a le embed, parce qu'il y a aussi cette fonctionnalité-là qui est intéressante, où c'est un peu le cheval de Troie en fait. Notion, il faut vraiment en termes d'usage, tu peux utiliser soit du coup en faisant des liens embed, par exemple sur du Airtable ou sur un Drive et autres, et petit à petit l'utiliser peut-être pour ça, c'est assez... c'est ça, et du coup, toutes nos KPI en fait sont traquées sur Notion, donc tu as accès aussi à tout cet aspect-là sur Notion. Mais pour ça, je pense que c'est hyper important à chaque fois en fait de se projeter de qu'est-ce qu'on veut afficher, qu'est-ce qu'on veut montrer. Je pense que c'est pour moi le tips numéro 1. Et après, le tips numéro 2, c'est ce qu'on disait au début, c'est l'avantage de Notion, c'est-à-dire je pense qu'il ne faut pas s'imposer une vue. Notion te permet vraiment de construire la vue que tu veux. Toi, moi, je sais que j'ai énormément de mal avec la vue card, là, comme à la Trello où on déplace les cartes. J'ai beaucoup de la vue Kanban, c'est ça. Et j'aime mieux avoir une vue liste. Chloé ou Béné vont peut-être utiliser plutôt une vue Kanban. Enfin, ça dépend vraiment de chacun. Et c'est de dire, voilà, moi, qu'est-ce que je veux, sur quelle façon je veux le voir, pour après le mettre en place. Donc ça tourne avec cette appropriation qu'on parlait justement tout à l'heure. Exactement. Tout autour, du coup. Mais c'est la grosse force de Notion, c'est que tu peux mettre la vue que tu en as envie derrière. Ouais, carrément. D'où, en fait, à partir du moment où les personnes vraiment montent en charge autour, c'est vrai que ça peut faire vraiment des étincelles du coup, puisque tout le monde peut se l'approprier. Et justement, tu parlais en fait de Make du coup tout à l'heure, et puis en fait votre environnement applicatif en quelque sorte. Avant, il était peut-être de plein d'outils, maintenant il est peut-être plus centralisé. Est-ce que vous utilisez justement peut-être des embeds, du coup des liens qu'on insère dans les pages et Notion, les intégrer en aperçu en fait dans une page? Est-ce que vous l'utilisez avec d'autres outils justement que Make? Eh ben très peu. Non, tu vois aujourd'hui sur les outils même qu'on utilise, on a Make, on a Notion, donc Google Data Studio, j'ai jamais essayé. Du coup ça me donne envie d'essayer, c'est Ahref qu'on a sur la strat SEO. Je regarde s'il y a des connexions possibles, mais j'aime bien aussi pour le coup le tableau de bord d'Ahref. Mais sinon c'est ça. Aujourd'hui j'en ai pas eu le besoin, peut-être que demain j'en aurai le besoin, et
Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est à partir du moment où bah, je rends compte que j'ai ce besoin-là de le mettre sur Notion, je le mettrai sur Notion. Juste, ça m'embête pas d'aller sur Ahrefs pour aller traquer ça. Mais sinon, sur les autres tables qu'on utilise, on va avoir du Teams. Mais toi, c'est pareil, Teams, difficile pour le coup à intégrer sur Notion. Et c'est globalement et OneDrive, du coup, pour faire du stockage, c'est globalement les gros aspects qu'on utilise. Toi, même le Google Calendar ou le Outlook Calendar, je n'utilise pas, je ne l'ai pas connecté à Notion. Ouais. J'ai pas de besoin en tout cas. Il y a Chloé aussi qui l'a utilisé, tu vois, sur bah, tous ces événements, vu elle s'occupe de la partie événementielle. Ouais. Bah, du coup, on l'a passé avec Make, mais c'est dès qu'il y a un événement qui est créé sous Notion, bah, automatiquement, tu as un événement qui est créé Ouais. dans son Outlook Calendar. Ça fait le lien. Voilà, c'est ça. Mais sinon, non, on n'utilise pas trop pour le coup cette fonctionnalité-là. Ouais. Ok. C'est notamment une des choses, on parlait de centraliser les informations Mm. et autres. Moi, c'est vrai que c'est un conseil que je donne assez facilement sur le côté, quand tu définis un peu des choses dans la création d'un environnement, dans la mise à jour d'un en tout cas, c'est déterminer un peu les interactions qu'il y a avec les autres outils que tu utilises, quelle est en Mm. fait ta vision en fait un peu transversale, est-ce que tu utilises un Slack, tu utilises du Mm. coup un... Et ça, j'ai envie de dire que c'est pas forcément lié à Notion en fait, Ouais. ça tourne vraiment autour de bah voilà, de la productivité, de l'information, comment elle tourne dans l'entreprise, des dépendances qu'il peut y avoir en fait dans Mm. l'entreprise. Et c'est vrai que c'est pas valable uniquement pour Notion en tout cas. Voilà, il faut toujours avoir une certaine vision globale. Complètement. Sinon, il y a cette notion de bruit en fait qui peut apparaître. Du coup, le bruit fait que le collaborateur qui arrive peut avoir un plus gros temps d'apprentissage, en tout Mm. cas, assez vite, ça peut être un peu le fourre-tout et tu peux avoir des outils que tu payes un abonnement et en fait, c'est pas réellement utilisé. Donc, Non, je te rejoins complètement dessus. Et tu vois, là, en plus, je suis le premier à dire, tu vois, un outil qui fait tout, ça veut dire qu'il n'est pas expert dans tout. Bon, Notion, pour le coup, je pense que c'est quand même un cas à part entière. Mais tu vois, il y a un truc aujourd'hui, quand même, sur Notion, pour moi, où j'ai pas réussi à trouver ce que je voulais, c'est le côté CRM. Sur vraiment, tu vois, pousser vraiment sur des CRM type HubSpot, où tu vas aller sur ta fiche client et tu vas vraiment voir, bah voilà, les mails que tu as envoyés, tout connecté. Et tu vois, ça, aujourd'hui, je n'utilise pas du tout Notion en tant que CRM parce qu'il me manque, en fait, ce côté plus ouais, poussé ce lien. Voilà, exactement. Mm. Le jour où ça sera connecté, je basculerai sur Notion sans problème. Mais on va vraiment utiliser et faire le choix des outils à partir du moment où on estime voilà, que c'est calé et que c'est assez poussé dans le truc. C'est très bien, je dis pas qu'on va pas faire de CRM Solution, je pense que c'est très bien de faire entre guillemets, du CRM, entre guillemets, enfin je dis pas traditionnel, mais les Ouais. fonctions basiques fonctionnent très Mm. bien. Mais sur des trucs plus poussés, connectés à ta boîte mail et ainsi de suite, c'est un peu plus compliqué. Bah, ça peut demander, c'est vrai que moi je le mets en place pas mal, et c'est vrai que ça peut demander en fait du make beaucoup, Ouais, c'est ça. justement. Ouais. Et donc en fonction du volume de prospects, de contacts, du coup ça peut être assez important. Mm. Pas forcément être rentable ou autre, tout va dépendre du panier moyen, tout va Mm, dépendre de mm, pas mal d'autres choses mm. là-dessus. Alors que c'est vrai qu'un outil plug and play, en tout cas directement, que tu peux avoir sur la partie CRM, c'est vrai que... Et c'est d'ailleurs un peu une critique qu'on retrouve assez facilement liée à Notion sur le fait que pour démarrer des choses, pour faire une petite chose, c'est intéressant, et qu'ensuite tu passes sur un autre outil beaucoup plus évolué. Ouais. Je trouve que moi ça dépend en fait sur pas mal d'usages. Je trouve que sur beaucoup d'usages, une fois que tu as bien construit ton système, tu vas rester dessus et tu vas pouvoir faire un peu ce que tu as envie. À partir du moment où tu maîtrises un peu l'automatisation, ou en passant par quelqu'un d'autre, du coup avec Make ou Zapier aussi. C'est ça que j'ai jamais réfléchi à me dire, mais en fait, c'est vrai qu'on peut faire la connexion aussi via email pour afficher ton mail Ouais. directement dans Ouais, la fiche par exemple, contact de moi j'ai des ton. fiches, je prends l'exemple d'un workspace dernièrement, par exemple, c'est une fiche client du coup avec un Mm. modèle, et donc du coup pour chaque nouveau client, tu as le modèle qui se met en place, et puis à l'intérieur, tu as différentes zones, et en fait, tu as une zone événement, en fait, et dans cette zone événement, dès qu'il y a une notification qui se passe par rapport à la fiche d'un client, ça va être un mail qui est envoyé, ça va être un Ok. mail qui va être répondu, ça va être un mail qui va être ouvert, ça va être un événement système par l'applicatif qui est du coup autour du service, par exemple, il a fait telle chose, il a fait telle chose. Et en fait, tu as du coup le suivi. Par contre, nécessairement, le côté événement Mm. mange beaucoup d'opérations à Mm. partir du volume. Et donc, c'est là, en fait, je pense que c'est à prendre en considération. Enfin, en tout cas, moi, c'est le retour par rapport à ça, c'est de Ouais. prendre en considération. Il faut estimer le volume d'opérations. Alors, Ouais. il y a aussi une autre astuce, c'est que Make, c'est un outil parmi d'autres. Mm. Voilà, il y a aussi Zapier qui est la version un peu Ouais. plus grand public, même si Ouais. c'est un grand mot de dire ça, Mm. de l'automatisation. Et puis, tu as N8N, qui est la version en fait open source, c'est-à-dire que n'importe qui peut l'installer sur son propre serveur. Alors, faut voilà, un serveur qui Mm. soit pas non plus. Enfin, faut qu'il soit quand même assez costaud autour, si on veut vraiment que du coup ça ait les mêmes performances qu'un Make. Mais ça permet de réduire aussi vachement le coût autour. Mais après, voilà, la question c'est. À partir du moment où on met plus d'automatisation, ça veut dire qu'il y a aussi un risque que ça peut casser aussi à n'importe quel moment. Mm. Moi, un des retours aussi, c'est que l'API Notion, elle est pas encore, je trouve,
suffisamment stable. Voilà, j'ai souvent des petites time out, Mm, c'est-à-dire du coup mm, des moments où l'API ne fonctionne plus, ou mm. alors il y a un temps de réponse qui est trop long. Et sur des scénarios, sur mail qui tournent en permanence, qui doivent tourner, traiter des milliers d'opérations tout le temps, c'est vrai que c'est pas pour moi scalable, c'est pas stable encore pour certains usages. Ça l'est largement pour plein d'autres choses. Mais c'est vrai que ça pose la question en fait à chaque fois, c'est Ouais, question du volume. ouais. Voilà. Le nombre d'opérations que tu as derrière, hein, complètement. Ouais. Et je me disais, on arrive vraiment sur la fin. Toi, si tu as des conseils du coup à donner, type astuce sur quelqu'un qui veut démarrer du coup justement autour de Notion dans Mm. une notion un peu d'équipe ou même individuelle. On a parlé tout à l'heure de le côté, ce que tu disais, sur le côté vraiment mettre sur papier les choses. Ouais. Est-ce que tu en as d'autres justement comme ça? Bah, pour moi, déjà, c'est de se former, hein. Je pense on disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'infos et beaucoup de contenu sur Internet. Il y a ce podcast, du coup, avec le premier épisode. Mais non, il y a le podcast, il y a plein de vidéos YouTube sur le sujet, il y a plein de modèles. Et après, en fait, c'est mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire que de télécharger un modèle Le et faire. ouais, essayer de le faire. En fait, je pense qu'il n'y a pas trop de choix de tester et de faire pour se donner. Après, non, d'autres astuces, ça viendra au fur et à mesure. Je pense qu'il faut pas se projeter dans un workspace. Parce que j'avais fait quelques présentations sur le Notion et à chaque fois, je montre notre workspace. Et c'est vrai que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses et il fonctionne. Ça peut faire peur. Voilà, Justement, exactement. sur une intervention qu'on a fait ensemble, c'est vrai que C'est ça. il y avait ça qui était remonté du coup. C'est à plein de choses, mais ce workspace-là, en fait, n'a pas été construit en 24 heures. C'est-à-dire que c'était vraiment au fur et à mesure que l'équipe s'est agrandie et les retours qu'on l'a construit. C'est-à-dire au début, j'avais qu'une page et c'était ma to-do. Et c'est en fonction du besoin, et on revient justement à ce côté besoin, choix d'outils, c'était en fonction du besoin. On crée au fur et à mesure et je pense que c'est ça qui est important, c'est pas se faire peur de dire tiens on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça, oui, mais il faut bien valider qu'il y ait ce besoin là qui est derrière avant quoi. Mais ça revient quand même à la notion de cahier des charges. Si de toute façon, si vous n'avez pas le besoin, vous n'arriverez pas à vous projeter sur un cahier des charges. Donc, de base, les deux vont être liés. Donc, je pense que c'est vraiment ce côté-là. C'est pas se lancer trop vite. Prendre le temps. Voilà, exactement. Mm. Prendre le temps. Et même si des fois, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a une grosse communauté aussi s'il y a besoin pour, dès que vous avez un petit bug, je pense que c'est de le faire un petit peu au début. Après, ça va être plus complexe. Je pense qu'il ne faut pas hésiter des fois aussi à pas s'embêter à externaliser quand il y a besoin d'externaliser. Mais ouais, c'est ça, prendre le temps, aller étape par étape et pas aller chercher un truc super chiadé dès le début, quoi. Du coup, on arrive sur la fin. Du coup, merci. Avec plaisir. Bonne fin de journée. Du coup. Ouais, bonne journée, Ouais, merci ouais, encore. salut. Salut. Merci à tous pour votre écoute. C'est la fin de l'épisode. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à noter l'épisode sur les différentes plateformes d'écoute. Ça le fera découvrir aux autres personnes. Je vous dis à très vite et encore merci.